Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous en cette matinée du 11 juillet 2018. Nous serons ensemble durant 1h30 et aujourd'hui, justement, Bonjour d'Algérie parlera de beaucoup d'événements. Vous savez, en ce moment, c'est la saison estivale et la saison estivale abrite ou accueille, si vous voulez, plusieurs festivals, plusieurs manifestations culturelles et aujourd'hui, nous allons parler de quelques de ces manifestations. Mais nous allons commencer par la science particulièrement, puisque la Fondation AAF, voilà, en collaboration avec l'ambassade d'Algérie à Washington, organise l'université d'été du 8 au 19 juillet. Donc, c'est déjà en cours. Ça se passe en première partie à Alger, ici à Alger, donc à l'université de Babzouar. Et en deuxième partie, ça se passera à Batna. Donc, c'est une festivité où ce sont des conférences, si vous voulez, des rencontres, une université qui parlera de plusieurs volets de la science. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un de ces volets, notamment la médecine. Nous allons parler aujourd'hui de mélanome, donc ce cancer, j'ai envie de dire, j'ai pas très envie d'utiliser ce terme, mais bon, c'est le cancer de la peau et surtout qu'en ce moment, les facteurs de risque sont plus élevés du moment que c'est la saison estivale et on a tendance à beaucoup s'exposer au soleil. Donc nous allons parler de ce cancer, des nouvelles découvertes autour de ce cancer, de comment aussi se protéger, la prise en charge et tout cela sera avec l'un des éminents chercheurs algériens qui a brillé aux États-Unis. Ça va se passer dans un petit moment. Aussi, le festival Raconte Art dans sa 15e édition cette année se passera dans l'un des villages de Tizi Ouzou, plus exactement Tiferdoud, et ça se passera donc du 19 au 26 juillet. Nous allons revenir sur ce festival. Aussi, donc le festival de la musique andalouse, une nouvelle édition de ce festival sera lancée à partir de demain 12 juillet jusqu'au 16 juillet au niveau de Miliana, et l'association Ziria Andalusia de Miliana, qui est l'organisatrice de cet événement, viendra nous parler de cette nouvelle édition. Aussi, à partir de demain, l'esplanade de Maqam Shahid de Riyad al-Fath donc abritera aussi le festival Blackout. Donc c'est un événement qui met à l'honneur, si vous voulez, la musique électronique. Donc nous reviendrons sur cet événement avec notre invité. Aussi, dans quelques semaines, un mois et demi à peu près, nous allons fêter ou nous allons recevoir l'une des festivités, l'une des fêtes religieuses qui est très très prisée par toute la communauté musulmane, à savoir l'Aïd el-Kbir. Donc l'Aïd el-Kbir qui est bien sûr la fête du mouton. Et donc ce matin, nous allons revenir un petit peu sur ce kyste hydatique, nous allons revenir sur la prise en charge et puis comment reconnaître ce kyste avec des vétérinaires qui seront sur le plateau dans un petit moment. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed tout de suite. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mina, bonjour. Bonjour. Alors, on continue à être bien gâté par le soleil. Voilà, il fait beau, il fait chaud, c'est parfait. Alors, on sort ou on sort pas? Comment? On sort ou on sort pas? Oui, mais couvert. Il faut se couvrir, il faut boire beaucoup d'eau, il faut s'hydrater, il faut se protéger aussi la peau. Voilà, on sort à partir de 16h, de 17h, quand il fait bon, de préférence. Vous nous donnez un peu plus de détails? Tout à fait. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Effectivement, ce sera un petit peu comme hier, beaucoup de soleil sur l'ensemble des régions côtières. À partir de cet après-midi, on notera quelques petits orages sur les reliefs intérieurs et les Aurès. Sur la partie sud, le ciel restera voilé, notamment sur les oasis, le Sahara central, le sud-ouest. On notera quelques cumuls qui vont se former petit à petit vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili. À noter de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le sud-ouest, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles seront de saison, avec sur la moitié nord entre 30 et 35 degrés. Sur les reliefs intérieurs, on notera 36 degrés du côté de Tizi Ouzou, 35 degrés à Sétif Constantine, on notera 38 quand même à Tiaret, 34 degrés à Tlemcen, 40 à Ardaya,
41 degrés à Béchar, 47 à Tindouf, 43 degrés pour l'extrême sud, 45 à Elizy. Et enfin 48 degrés, ce sera la maximale à Adrar et Ain Salah. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on aura un ciel dégagé, un peu nuageux à Londres, Paris, Bordeaux dégagé à Madrid. Plutôt couvert à Marseille, Berne, on aura des averses à Berlin, Prague, Budapest, un ciel plutôt dégagé à Oslo. Côté Mercure, on aura 25 degrés à Londres, 21 degrés à Dublin, 26 à Paris, 28 à Bordeaux, 31 degrés à Marseille, 29 à Oslo, 23 degrés à Berlin, 23 également à Berne, 22 à Prague, 24 à Budapest, 28 à Bucarest et enfin 32 degrés à Athènes. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les www.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Alors Amina, on compte quand même, les deux continents sont bien gâtés par le soleil, pas seulement Exactement. Alger, pas seulement l'Algérie, mais, Pas seulement l'Algérie. mais vraiment le soleil règne de partout. Oui, il a son mot à dire. C'est quand même, l'été. Il a son mot à dire, le soleil. cette Exactement. fois-ci, Bah quand oui, même, il a raison. Voilà, il a raison. Oui, c'est sa saison. Eh ben, il C'est s'impose, sa il a saison, raison. voilà. Seulement, il faut faire très Il faut faire attention à ce attention, soleil. tout à fait. Et justement, l'une des conséquences de trop s'exposer au soleil, nous en parlons dans un petit moment avec l'un des spécialistes donc de la peau. Mais avant cela, je vous propose cette pause musicale. Ya Raïh Win Msafer Troh Ta'ya Outouli. C'est une chanson interprétée par Nada Rayhan et Cheb Djilani. C'est une chanson bien entendu de Dahman Harachi. Alors c'est une chanson qui a été soigneusement choisie par notre collègue Amida Bouhamdani. Je vous laisse apprécier. Mina, on vous retrouve après le journal télévisé du midi. Voilà, et je vous dis bonne journée à vous. Merci. Bonne écoute à vous et on se retrouve juste après donc, pour parler du cancer de la peau et surtout comment prévenir cette maladie. Allez, à tout de suite. علاش قلبك لحزين وعلاش هكذا الزوادي ما دمش الداوي بضيت على موت
وصيتي وديها عبكري شوف ما يسرح بيك قبل ما تبيع وتشري يا ناي جاني خبر في نصرتك صر لي أقدر عاد وقدر في الجبين سبحان العالي رايح وين مسافر نروح العيال شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي رايح وين مسافر تروح دعيا وتولي شحال ندموا العباد Très jolie interprétation, reprise donc de la chanson du regretté d'Ahmed Harachi, Ya Raïh Win Msafer. Alors en ce moment, nous allons parler de cet événement scientifique de grande envergure qui se déroule en ce moment à l'université de Bab Zouar et qui va se dérouler donc par la suite à Betna. Et ce matin, donc, nous recevons le représentant de cette fondation qui organise cet événement, à savoir professeur Taha Merou. Bonjour à vous. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous venez tout droit des États-Unis et donc vous êtes le président donc de Algerian American Foundation for Culture, Education, Science and Technology. Donc c'est la fondation qui organise cet événement scientifique, technologique et culturel qui se passe en ce moment à Alger en première partie, en deuxième partie ce sera Betna. Alors avant de parler de cet événement scientifique, parlez-nous un petit peu de cette fondation, donc sa création et ses objectifs. Donc en fait, la fondation algéro-américaine est une fondation qui, c'est une fondation pour la culture, pour l'éducation, la science et les technologies. Et l'idée en fait, c'est de créer un pont entre l'Algérie et les États-Unis. C'était ça l'idée de départ, et faire en sorte que nos compétences aux États-Unis puissent interagir avec nos compétences algériennes et s'assurer qu'il y a un échange entre nous aux États-Unis et nos compatriotes en Algérie. Et une des caractéristiques en fait de cette fondation, c'est que l'ambassadeur algérien aux États-Unis est chairman honorifique, et l'ambassadeur des US en Algérie est aussi chairman honorifique de cette fondation-là. Et elle a été créée il y a plusieurs années, et en fait il y a plusieurs projets qui ont été commencés, entamés et en cours, mais l'un des plus grands projets en ce moment, en fait, c'est créer cette université d'été. Cette université d'été est la première édition des universités d'été, et l'idée, c'est en fait de pouvoir, dans l'esprit de la fondation, c'est pouvoir amener faire un pont entre les étudiants qui sont en Algérie ici, les professeurs, les enseignants, les médecins, les chercheurs, et faire en sorte qu'ils puissent interagir avec des centres de renommée à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, au Canada, ou en Europe. Et ça va permettre, en fait, l'idée, c'est que ça va permettre d'augmenter la mobilité des étudiants et des chercheurs, et faire en sorte qu'il y ait des collaborations réelles, non pas juste sur papier. Et donc pendant cette semaine, nous on va enseigner aux étudiants, et on va les connaître, on va connaître les profs, parce que la démarche est une démarche inclusive. Donc c'est pas nous qui venons et qui enseignons, et on va enseigner les étudiants. La démarche est le fait qu'on va le faire avec nos collègues algériens en Algérie. Enfin, c'est une collaboration que vous faites avec les collègues algériens dans le but de l'échange. Exactement. Donc c'est une collaboration. Donc nous co-organisons. Nous avons initié l'événement, mais nous le co-organisons avec nos collègues algériens. Et l'idée, c'est que ça va se faire de façon tournante. En fait, là, ça se fait à Bab Zouar. L'année prochaine, ça se fera dans une autre université. C'est un événement national. Hein. Ce n'est pas un événement qui est juste à Alger. Donc, les étudiants viennent de toutes les régions d'Algérie. Et ça, c'était quelque chose qui était très important, en fait. Et donc, l'année prochaine, ce sera dans une autre université. Cette année, c'est Bab Zouar et Betna. Voilà. Et donc l'idée, en fait, c'est donc les gens vont se connaître,
les gens vont discuter pendant une semaine et ça va générer de nouvelles actions qui vont se faire pendant l'année, aussi bien entre ici et l'étranger, et dans le pays même. S'il y a quelqu'un de la Guadeloupe, quelqu'un d'Oran qui se rencontrent, ils vont parler de leur sujet, ils vont avoir des idées et ça va initier un projet, ça va planter la graine pour un projet. Et justement, excusez-moi, cet événement, il a commencé le 8 juillet dernier, il va se poursuivre jusqu'au 19 juillet. Tout à fait. Et alors là, je vois que vous avez organisé, d'après votre programme, toute la programmation donc, de ces journées de l'université d'été sur 3 grands axes. Donc parlez-nous un petit peu de ces axes que vous avez choisis et dans lesquels vous avez beaucoup plus investi dans la formation. Oui, alors il y a 3 axes. Il y a, le premier axe, c'est biologie, biotechnologie et santé. Et ça inclut l'imagerie en fait. Deuxième axe, c'est électronique et électrotechnique et réseaux intelligents. Et le troisième axe, c'est génie civil et architecture. Et la raison pour laquelle on a choisi ces axes, c'est en fait, c'était basé sur les compétences qui étaient disponibles et qui étaient disponibles à nous et qui étaient disponibles pendant la période où nous allions faire l'université d'été. C'est-à-dire que l'année prochaine, les axes vont être modifiés, ça va peut-être inclure les mêmes, j'espère, et il y en aura peut-être plus. Et donc, enfin, oui, ça dépend de la disponibilité de ce qu'il y a. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'en fait, on va demander aux étudiants de nous donner leurs vœux et on va essayer de prendre en compte ou en considération ce qu'ils veulent voir dans la prochaine université d'été. Et en fait, ils peuvent aller sur le site web de la Fondation et nous écrire et nous dire ce qu'ils veulent voir. Et on sera content d'essayer de le faire. Alors les étudiants que vous recevez, donc il faut dire que c'est l'université d'été, donc c'est ouvert à tout le monde, ou comment se fait la sélection des étudiants que vous recevez? Oui, ça c'est une très bonne question. En fait, c'est une université d'été qui est... le but, c'est les doctorants. Donc, c'est des étudiants qui sont en doctorat. Ah, c'est vraiment les chercheurs. Donc là, vous avez ciblé beaucoup plus les chercheurs. Mais c'est aussi ouvert aux médecins. On a des médecins, on a des pharmaciens, on a des ingénieurs qui viennent, etc. Mais c'est des gens qui sont... En phase de préparation de doctorat. C'est des gens qui sont déjà assez spécialisés, qui sont déjà assez avancés. Et en fait, comme on ramène des gens spécialisés de très haut niveau, l'idée, c'est de s'assurer qu'on fasse profiter au maximum les gens qui sont plus avancés et ce qu'on souhaite, c'est qu'en fait, ça redescende. Parce que si on forme les formateurs, voilà. Donc les plus jeunes vont bénéficier. Et oui, et donc la façon dont la sélection s'est faite, on a annoncé ça. Donc les gens ont déposé leur candidature et les dossiers ont été sélectionnés par un comité scientifique et on a retenu 100 personnes par section. Donc 100 pour Smart Grids, 100 pour biologie et 100 pour génie civil. Et à Batna, il y en a aussi une centaine. Donc en tout, ça va faire 400 étudiants qui vont bénéficier de cette université d'été. D'accord. Alors là, c'est le 8 que vous avez commencé, donc ça fait 2 jours seulement que vous avez commencé. Oui. Jusque-là, comment ça se passe, la formation au niveau de Babzouar? Moi, je suis heureux, hein parce que, en fait, ce qui est... je trouve que l'attitude des étudiants est... Je ne sais pas si on peut utiliser ça ou si c'est un anglicisme, elle est infectieuse. Quand on voit... Infectieux, c'est un petit peu, c'est un petit peu péjoratif. Oui, mais en anglais, en fait, c'est voilà. It's infectious. Ok, ça veut dire que ça... Affective. On les voit, ils sont super motivés, ils sont très contents, ils sont là, ils interagissent avec nous. Disposés à avoir plus d'informations. Ils sont plus que disposés et donc ça fait un plaisir. On voit que ça va aller vraiment le coup d'être là. Et l'ambiance entre les formateurs, elle est superbe. L'ambiance avec nos collègues algériens est très bien. En fait, ça marche, quoi. Les ponts sont créés. J'espère juste qu'il y aura une continuité et qu'on arrive à faire certains efforts pendant l'année et que ça ne va pas s'arrêter juste à la fin de la Summer University, mais qu'on va continuer tout au long de l'année
à faire des actions en fait, où on a planté la graine pendant l'université d'été. Alors justement, après l'université d'été, est-ce que vous comptez faire un certain suivi de ces doctorants, une certaine collaboration après, ou c'est juste que c'est un programme que vous allez donner à ces étudiants et puis eux-mêmes, ils vont donc prendre en charge la retransmission de ce qu'ils ont appris pendant cette université d'été? En fait, c'est pas la... Enfin bon, il y aura peut-être une retransmission, mais l'idée, en fait, c'est... Par exemple, j'ai discuté avec un étudiant, mais il y a plusieurs formateurs, donc il n'y a pas que moi. Oui. J'ai discuté avec un étudiant hier de la possibilité de travailler sur un projet sur le palmier dattier, Oui. où on allait faire des analyses génétiques, etc. Il y avait une personne dans l'audience, donc cette personne-là était d'une certaine région d'Algérie. Il y avait une autre personne qui travaillait sur la diversité des plantes, d'autres plantes. Et donc, en fait, je les ai connectés entre eux, et ils vont travailler ensemble, je l'espère. Et moi, c'est pas mon domaine, mais je connais une autre personne qui a l'expertise aux États-Unis et je vais les connecter avec cette personne-là. Voilà, Donc, c'est un petit peu l'objectif de l'université, c'est vraiment créer ce réseau, ce networking entre les différents acteurs de l'université. et en fait, ce qui est bien, c'est que ça va être basé sur des actions concrètes et pragmatiques. C'est pas juste sur papier. Parce qu'on a connecté les gens qui sont intéressés à travailler sur un sujet donné. Ok ? On ne va pas venir de haut et on leur dire bon, voilà un projet, vous travaillez là-dessus. C'est déjà autour de leur centre d'intérêt. Voilà. Et donc maintenant, il faut juste identifier les gens qui ont des sujets complémentaires et qui se complètent. Et donc, ça fera une situation, on a une win-win situation, gagnant-gagnant. Hein? Et donc, c'est ça l'idée. Je pense que si on fait ça, il y a plusieurs études, si on fait ça en électrotechnique, en biotechnologie et santé, je pense que ça va être très bien. On ne pourra pas quantifier la retombée de ce qu'on a fait, mais ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que l'action existe. Alors, professeur, vous êtes chercheur spécialiste aussi du mélanome. Oui. Donc, alors, on va un petit peu parler de cette pathologie au fait, c'est vrai que lorsque nous avons des grains de beauté, on ne prend pas trop les choses au sérieux. Quand c'est la saison estivale, on aime bien prendre des couleurs, mais on ne se prend pas toujours en charge. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette spécialité? Oui. En fait, avant de faire ça, ce que je voudrais faire, c'est remercier tous les gens qui ont participé à la Summer University, parce qu'en fait, la Algerian American Foundation a initié l'événement, mais on l'a fait grâce à la collaboration de plusieurs entités, donc l'USTHB, l'Université de Bebzoar, l'Université de Batna, la DGRSDT avec Aurag et Bouhicha, le ministère dans l'enseignement supérieur, le ministère des Affaires étrangères, donc et tous nos sponsors en fait. Et je pense qu'il est important de remercier tous les gens qui ont contribué. Je sais que... C'est pour la bonne cause. Non, mais c'est pour la bonne cause et il faut reconnaître. Et tous ceux que j'ai oubliés, en fait, je suis sûr que je n'ai pas remercié tout le monde. Et parce qu'en fait, il y a plein de gens qui nous ont aidés et qui ne sont pas sur les affiches ou les remerciements. Donc, merci tout le monde. J'aurais pas pu faire ça sans vous. Ah, voilà, le message est passé. Alors, on revient un petit peu à votre spécialité de recherche. Oui. En fait, je suis généticien de formation. J'ai fait de la génétique humaine. Puis après, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai commencé à m'intéresser au cancer. Au départ, j'ai travaillé sur les cancers, sur les leucémies, enfin, un certain type de leucémie. Puis après, je me suis orienté vers les tumeurs solides et je me suis intéressé au mélanome. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler avec le mélanome, c'est pas pour le mélanome lui-même, c'est que le mélanome, en fait, les études de ce qu'on appelle l'immunologie des tumeurs sont très été avancées dans le mélanome. Et on appelle ça le poster child. En fait, c'est l'exemple ou le prototype, si on veut, dans les études d'interaction entre le système immunitaire et les tumeurs. Et donc c'est pour ça en fait que je suis allé dans ce domaine-là, parce que j'ai trouvé ça fascinant. En fait, avant les années 2011, les gens ne croyaient pas tellement à cette discipline-là. Ils pensaient que c'était bien sur le point de vue académique, mais que ça n'allait jamais donner des traitements palpables ou réalistes.
Et en fait, depuis les années 2011 en général, il y a plusieurs traitements qui utilisent ce qu'on appelle l'immunothérapie. Et l'immunothérapie, en fait, c'est l'utilisation du système immunitaire, de notre système immunitaire, afin de traiter un cancer. Et l'idée, en fait, c'est que la plupart des... l'approche classique, c'est tuer la cellule cancéreuse directement. Donc on utilise soit la chimiothérapie, soit plusieurs radiothérapies. Et après, il y a eu un nouveau développement avec l'avancement de la génétique moléculaire, c'est qu'on a identifié des changements au niveau des cellules cancéreuses. Donc on a pu trouver des molécules chimiques qui vont tuer la cellule cancéreuse directement selon la mutation ou le changement qu'il y a dans cette cellule cancéreuse. Sans toucher aux cellules saines? De façon simple, oui, on peut dire sans toucher aux cellules simples, mais c'est jamais à 100%, d'accord? Et l'idée du fait qu'on ne touche pas aux cellules saines, ça permet d'augmenter la dose de la molécule qu'on donne sans avoir de toxicité, d'accord? Et en fait, cette approche-là tue la cellule cancéreuse directement. C'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées, ok? Et en fait, c'est ce qui a donné l'avènement de la médecine personnalisée. En fait, il y a un malade qui vient, on regarde leur tumeur, on regarde la mutation ou le changement qu'il y a dans la tumeur, et on leur donne la molécule qui va cibler la mutation ou le changement qu'il y a chez cette personne-là. Ouais, c'est vraiment du cas par cas. Oui, c'est du cas par cas. C'est de plus en plus du cas par cas. Ok. Mais l'immunothérapie, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un médicament qui va toucher ou cibler le système immunitaire. Et le système immunitaire, lui, à son tour, va aller tuer les cellules cancéreuses. Donc, c'est indirect. Donc, ce qu'on dit, c'est que dans une approche, on traite la tumeur, et dans une autre approche, on traite le patient. Et les cellules du patient vont tuer la cellule cancéreuse. Donc, et en fait, maintenant, c'est devenu, entre guillemets, très à la mode. Et il y a plein de labos ou de scientifiques qui commencent à s'intéresser à l'immunologie des tumeurs, à ces approches immunothérapeutiques. En fait, j'ai la chance d'avoir commencé tôt là-dessus parce que... Et puis il faut dire que lorsque les laboratoires aussi s'intéressent sur le plan financement, ça peut aussi financer beaucoup d'études dans ce sens et ça pourrait aussi faciliter un petit peu le développement aussi de la discipline. En effet, parce que en fait, je me rappelle avant que l'immunothérapie soit devenue quelque chose à la mode, si on veut, pour les immunothérapistes comme moi, c'était difficile de trouver des financements. Quand on allait dans les congrès, on nous mettait dans le petit coin, etc. Donc c'était pas. Et maintenant, on a les séances plénières, on a les financements. Et donc, en effet, et c'est bien, mais c'est aussi dangereux parce que on a peur qu'on donne plus d'excitation que ce que c'est overpromise. Les gens pensent que ça va tout résoudre. En fait, ça ne va pas tout résoudre. Il y a beaucoup à apprendre. Et en fait, plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas, effectivement. Ouais. Professeur, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On va peut-être terminer sur des projets. Sur des projets, oui. Et bien, en fait, je pense qu'à travers... sur des projets, c'est-à-dire quels sont vos projets, voilà. Mes projets en Algérie ou mes projets dans mon labo? D'une manière générale, en Algérie ou dans votre labo? Eh bien, mes projets dans mon labo, c'est que j'aimerais bien, avec mes collaborateurs, faire en sorte qu'en travaillant à travers plusieurs disciplines, pas juste la biologie, on puisse résoudre ce fléau et trouver des solutions au traitement du cancer et arriver à faire en sorte qu'on trouve des traitements qui vont se débarrasser du cancer de façon générale. On l'espère aussi. Et se débarrasser de cette maladie. Et en ce qui concerne l'Algérie, j'espère qu'on va pouvoir travailler avec notre pays et avec tout le monde, avec tous les acteurs, pas en tant que colons ou bien en tant que personnes qui donnent des leçons, mais ensemble, avec
les expériences, les aussi, expériences, les nos correspondants, etc. Faire en sorte que au niveau de l'Algérie, on puisse être à l'avance et qu'on fasse le Algerian Dream, le rêve algérien, ok, et qu'on soit en fait à la page et qu'on soit, je pense qu'en Algérie, on mérite d'être à ce qu'on appelle the forefront of knowledge. Okay? Voilà, ben merci beaucoup professeur pour toutes ces précisions. Alors vous êtes en Algérie jusqu'au 19 juillet, donc toujours dans le cadre de l'université d'été. On vous souhaite beaucoup de succès et puis à d'autres universités, donc à l'année prochaine déjà à d'autres universités, d'autres découvertes et beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup professeur. Alors on continue les programmes de Bonjour d'Algérie, mais avant de passer donc à un autre axe, je vous propose ce portrait que Samia Bouharour, donc notre collègue, a dressé à deux jeunes inventeurs algériens. Je vous laisse découvrir ces deux jeunes et on se retrouve juste après. Khaled Chekar, diplômé en droit, Nassim Harid, diplômé en électronique, deux jeunes venus de deux mondes différents qui ont une seule passion, l'invention. Et c'est dans cette cuisine en chantier que leur projet se réalise, une béquille automatisée de la moto et du cyclomoteur qui va changer la vie des handicapés et des personnes de petite taille. La béquille, elle était totalement manuelle où elle servait juste à garer la moto ou là, mettre la moto dans la position de départ. Mais avec cette innovation, le motard, quand la moto, il ne met pas du tout le pied sur le sol. Parce qu'il y a un système automatisé qui calcule la vitesse, qui le motard les basses vitesses, où il doit garder l'équilibre et utiliser le pied et le met sur le sol. La béquille se déclenche automatiquement, finit avec deux roulettes, où elle donne l'équilibre au motard sans qu'il pose les pieds sur le sol. Cette innovation, selon ces jeunes, fonctionne grâce à une carte électronique programmée qui assure la stabilité, la sécurité et le confort. C'est un système qui permet en fait d'avoir plus de sécurité, plus de propreté, plus de stabilité et bien sûr un accès aux personnes handicapées et surtout faciliter aux amateurs, aux professionnels, aux femmes et surtout aux handicapés. En 2 mois seulement, ce projet a pris forme. Khaled et Nessim ont travaillé dur pour arriver à breveter leur invention. Aujourd'hui, au-delà de leur participation à ce salon d'innovation, leur ambition ne s'arrête pas là. Alors nos objectifs, bien sûr, c'est déjà de pouvoir convaincre le monde, pas juste les gens, mais le monde. Et bien sûr, après, de passer à l'étape supérieure, de trouver un industriel ou des marques de constructeurs de motos, des grandes marques mondiales, donc, qui nous permettra voilà, de collaborer avec eux et de pouvoir faciliter aux gens la vie en moto. En somme, le génie algérien ne cesse de démontrer ses preuves et n'attend que du soutien et des encouragements de la part des pouvoirs publics. À présent à la musique et la musique andalouse puisque Miliana va abriter à partir de demain jusqu'au 16 le festival de la musique andalouse et nous avons les représentants de l'association organisatrice, à savoir M. Ben Youssef Abbas Kébir qui est le secrétaire général de l'association Ziria Andalusia de Miliana. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba bik. Alors, avant de parler de ce festival, parlons un petit peu de cette association. Donc, parlez-nous de votre association, des objectifs de votre association. Oui, l'association Ziria Andalusia de Miliana, d'ailleurs pourquoi Ziria parce que ce nom dérive du nom de Ziri ibn Mennad, le fondateur des villes Algébiliana et Médéa, en 972. Et donc, c'est une association à caractère culturel. Et ses objectifs, c'est la préservation et la promotion de la musique andalouse, la formation des jeunes pour apprendre le répertoire andalou, et puis participer aux différentes manifestations musicales à travers l'Algérie. Et même l'association compte à son actif un riche palmarès, puisqu'elle a participé à de nombreux festivals à travers le territoire national. Et puis elle a même une participation à l'étranger, puisqu'elle a représenté l'Algérie, la semaine culturelle algérienne, à Masqat, au sultanat d'Oman, dans le cadre de Masqat, capitale de la culture arabe, en 2006. Et donc là aussi, elle est passée plusieurs fois à la télévision, donc elle a des enregistrements audiovisuels.
Et elle a 3 enregistrements, donc 3 CD qui ont été, réalisés par l'association avec ses moyens personnels. Et puis, ce travail a été réédité avec l'aide du ministère de la Culture. Et l'association aussi, elle a organisé plusieurs, rendez-vous musicaux, ce qu'on appelle à l'époque les journées musicales. Et cette fois-ci, elle a... Bon, parce qu'il y avait une coupure, enfin une rupture avec son public. Et dernièrement, avec les autorités locales, avec l'aide des autorités locales, en l'occurrence M. Loualid Laouled Ain Defla, la direction de la culture. Donc, ils ont relancé cette manifestation musicale baptisée Layali Miliana l'Andalousia, donc les soirées andalusmes. Donc, nous avons l'affiche de cet événement, on la voit en ce moment à l'antenne. Oui. Alors, cette manifestation musicale, elle s'étale sur 5 jours. C'est-à-dire du jeudi, c'est-à-dire à partir de demain, du 12 jusqu'au 16. Ça va se passer où 16 juillet. Ça va se passer où ces activités artistiques se dérouleront, parce qu'on n'a pas de maison de culture, on n'a pas de théâtre en plein air. Donc, on a choisi, bon, avec l'aide des autorités locales bien sûr, la cour d'un établissement scolaire. C'est un lycée, c'est le lycée Mohamed Abdou. C'est là parce qu'il y a une grande cour et aussi cet établissement, il revêt un cachet architectural vraiment, c'est-à-dire un cadre agréable parce que déjà on a eu l'expérience depuis 2002-2003, donc on a organisé ce genre d'activité. Et donc c'est au niveau de cet établissement. D'ailleurs, je salue M. Moukadem Moussa, le proviseur de ce lycée, qui nous a ouvert les portes. Et puis, donc, on a invité des associations culturelles. C'est-à-dire, sur 5 jours, il va y avoir 5 associations culturelles, 5 chanteurs et 5 troupes de Zorna. Parce que chaque soirée, on a une troupe de Zorna, une association musicale et un chanteur. Alors, les associations culturelles qu'on a pu inviter, alors on a Rachidia de Cherchel, on a l'association Al-Motribiya de Blida, on a l'association Al-Bashtarziya de Koléa, on a l'association Al-Uthmaniya de Ténès, et on a une association qui va venir de Skikda. C'est l'association Rasdoumeya. Donc on a touché à peu près les wilayas avoisinantes. Et Skikda, pourtant, c'est pas une ville qui est très très réputée par les musiques Non, il y a andalous. justement cette pourtant, association voilà. Rasdoumeya, c'est une association, disons, qui fait la s'occupe promotion de la promotion de la musique andalouse. Pourquoi cette association? Parce que, pour la simple raison, c'est qu'on a été déjà invité par cette association, parce qu'on a organisé, je crois, l'année passée, un festival. Donc c'est dans le cadre des échanges entre interassociations. Voilà. Pour les chanteurs, donc on a, comme par exemple le premier jour, on a Ferry Trouja, on a Abdeslam Gharbi, c'est un jeune chanteur. On a aussi le neveu de Cheikh El Ghafour, c'est Brahmi Belammar. Et on a aussi des chanteuses, on a Iman Sahir et on a Lamia Madini. Donc ces chanteurs, c'est-à-dire vont se relayer après les associations culturelles. Et en marge de ces associations musicales et chanteurs et troupes Zorna, on a prévu aussi des conférences. Ah, très bien. Des conférences. Donc on a une conférence qui va être animée par M. Abdelkader Ben Damesh autour du patrimoine musical andalou. Et puis il y a une autre conférence qui va être animée par moi-même, sur l'histoire de la musique abiliane. D'accord, donc ça va se passer toujours au niveau du lycée en plein jour? Non, pour les conférences, ça va se dérouler au niveau du théâtre communal. D'accord. Communal. Et cet événement culturel, il est organisé sous le haut patronage de M. Loualid Ain Defla, la direction de la culture, la direction de la jeunesse et des sports,
la Daïra et l'APC de Miliana, avec la nouvelle équipe, l'APC de Miliana, elle nous a prêté concours pour organiser, disons, ce genre d'activité. C'est pour renouer avec notre public, parce que notre public, il est assoiffé. Chaque année, il nous demande quand est-ce que vous allez nous préparer ce genre de manifestation. Donc, le jour est venu, c'est à partir de demain, et ça s'étale pour 5 jours. Ça va se passer en soirée? En soirée, c'est pour ça qu'il y a les Miliana Andalousia. Donc, c'est les soirées andalouses de Miliana, et c'est en plein air. D'accord. Alors, l'association a édité donc, un coffret de CD. Oui. Voilà, vous pouvez nous en parler? Oui, alors pour donc, les... il y a plusieurs noubettes qui ont été... plusieurs noubettes. Donc, c'est des CD qui ont été réalisés dans les studios de M. Bouabdallah Zerouri, c'est à Albiar. Donc, ces enregistrements, ils nous ont demandé beaucoup de temps, parce que chaque CD, il demande un mois de présence, il y a toute une logistique pour préparer ce travail-là. Et puis, lorsque le ministère de la Culture il a vu ce travail, donc il a fait une réédition. C'est pour ça que ces CD sont sortis sous forme de coffret. Voilà. D'accord. Alors donc ce sont des coffrets qui sont disponibles? Bon, ils ne sont pas en vente dans les kiosques ou Ça reste un produit culturel quand même. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une vente intérieure si vous voulez, c'est pour rentabiliser et c'est-à-dire étoffer les frais qu'on a pu c'est-à-dire dépenser. Oui, c'est normal, c'est une association qui n'est pas à but non lucratif. Voilà, exactement. Mais c'est des ventes, c'est juste pour alléger un peu la balance financière de l'association. Et aussi, c'est un travail, c'est un ambassadeur, parce que ce coffret a été distribué même à l'étranger, en Belgique, en France. Et là, c'est-à-dire si on va écouter ces CD, c'est là où on va apprécier le savoir-faire musical, si vous voulez, de l'association, parce que l'association, elle a 2 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est l'apprentissage du chant et de l'instrument, qui est dirigé par notre ami Brahim Balkourichi, que je salue, et la classe supérieure, qui est dirigée par monsieur Dr Youssef Azizieh, qui est d'ailleurs le président de l'association. Et cette association, l'année passée, elle a soufflé sa 20e bougie. Déjà, elle a 20 ans d'existence. Voilà. Et cela, c'est grâce à la formation. Si on n'avait pas de formation, l'association, elle peut disparaître d'un moment à l'autre. Donc, lorsqu'on a on a assuré cette formation, c'est qu'on a, disons, on a assuré la pérennité de cette association, dans le temps. Effectivement. Voilà. Et puis, aussi la formation de nouvelles générations. Oui. Et surtout à Miliana, on a quand même un afflux considérable des jeunes qui viennent pour apprendre le chant, la musique andalouse et tout. Et puis Miliana, elle a des traditions musicales, n'oublions pas. Parce que Miliana, elle a connu la venue des Andalous. C'est comme les villes de Qoléab, Blidam, Médéa, Alger. Ce qu'on appelle en arabe le Moudoun Tamarkouz al-Andalousi. Donc les Andalous, lorsqu'ils sont revenus d'Espagne, ils se sont installés dans ces villes qui étaient à l'époque prospères. Dont Miliana, elle a connu, disons, cette tranche de population, et ils ont contribué au développement culturel, économique de la ville de Miliana à travers les âges. Alors donc ce festival, vous allez renouer donc avec votre public comme vous nous l'avez dit. Donc là c'est une réédition de ce festival. Alors, avec sa nouvelle édition. Voilà, sa nouvelle édition, une nouvelle forme. Voilà. Alors dorénavant, donc ça va être une coutume? Inch'Allah. Si tous les moyens, disons, seront mis à notre disposition, parce que ça demande beaucoup, des moyens financiers énormes, parce qu'il y a le côté hébergement, restauration, accueil. Déjà, la preuve, par exemple, à cette équation, on a tiré l'affiche, on a fait des programmes, et aussi on a fait ce pins. Et ça, c'est le logo de l'association, c'est la violoniste. D'accord. Voilà. Ça, on va le distribuer aux organisateurs, disons, pour assurer le bon déroulement de cette manifestation. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette manifestation. Merci beaucoup. Et puis bon retour à vous sur la scène artistique. Merci beaucoup. Et on vous invite aussi
On vous invite pour... Merci beaucoup. Inch'Allah, vous êtes Merci la bienvenue. beaucoup. Alors, M. Ben Youssef Abbas Kibir, vous êtes, je rappelle, le secrétaire général de l'association Ziria Andalousia Miliana. Donc, le festival commencera à partir de demain, donc 12 juillet, se poursuivra jusqu'au 16. Donc, c'est un événement à ne pas rater. C'est un rendez-vous donc à visiter pour les mélomanes et surtout pour les amoureux de la musique andalouse. Et Monsieur- tous mes remerciements à toutes les parties qui ont contribué à cette manifestation, Monsieur Loueli, la direction de la culture, de la jeunesse, et aussi l'APC, la Daïra de Miliana et l'APC de Miliana, qu'on remercie chaleureusement. Merci Et beaucoup. aussi le proviseur. Parce que hier j'étais avec lui, il m'a dit il faut. Alors M. Moukhaddam Moussa aussi nous a ouvert les portes pour bien organiser cet événement, Inch'Allah. Ah bah très bien, on vous souhaite beaucoup de succès et puis Merci beaucoup. longue vie à l'association et puis pourquoi pas une tradition pour le festival. Merci Inch'Allah, beaucoup Monsieur Ben Youssef d'avoir été parmi nous. Merci pour l'invitation. Alors on se retrouve juste après ce reportage signé Meriem Oussaïd qui est donc partie faire un reportage sur la tannerie de Mitidja. On se retrouve juste après. Chez les Cheboub, le cuir est une histoire de famille depuis déjà 3 générations. Mon père, il était le premier exportateur de la peau brute et la laine en 1948 vers la France et la Turquie à l'époque. Et à l'époque, il tenait tête aux Juifs qui étaient ici en Algérie. Wallah. Pendant la guerre de libération, peut-être 54, mon père il a été au maquis. Bon, en 62, on a repris notre métier d'origine. On a commencé à faire la collecte de la peau, etc., etc. Aujourd'hui, c'est Zouber Cheboub qui reprend le flambeau en créant une tannerie-mégisserie aux normes internationales qui donne une production de cuir biologique 100% algérienne, une fierté qu'il ne cache pas. C'était mon grand-père qui faisait la collecte de la peau dans tous les abattoirs d'Algérie. Et après, c'était mon père. Et moi, j'ai travaillé un peu avec eux, mais je voulais faire la tannerie parce qu'en vendant les peaux dans des tanneries algériennes étatiques, j'ai aimé ce métier. Donc, j'ai eu mon bac ici en Algérie. Après, je suis parti en France parce qu'il y a une grande école du cuir en France, c'est à Lyon, exactement. C'est l'école d'ingénieurs spécialité cuir. Le problème qu'en Algérie, ce métier, il est un peu, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. Donc, j'ai préféré aller dans une grande école qui est connue à l'échelle mondiale. C'est le traitement des peaux de bovins et ovins et caprins. Créée en 1996, la tannerie Metidja est située à Rouiba. Elle traite les peaux d'animaux tels que le bœuf, mouton et la chèvre, issus de l'élevage local. Nous, c'est tannerie, mégisserie Metidja. Tannerie, traitement des grandes peaux. Mégisserie, c'est traitement de petites peaux, tout ce qui est ovin, caprin. La première étape, que la peau, elle arrive comme ça, elle est conservée, on met du sel. On fait le premier travail, on fait un lavage, on enlève le poil. Et ça, c'est un travail, on appelle ça la rivière. Techniquement, on appelle la rivière parce qu'il y a beaucoup d'eau. La deuxième étape, c'est l'étape de tannage, c'est-à-dire on va tanner les peaux. Il y a deux tannages. Il y a un tannage végétal, il y a un tannage au chrome. Et maintenant, il y a la tannerie mégisserie Mitidja. Elle est en train de faire un tannage un peu spécial parce qu'on est des exportateurs. Il y a des Italiens qui demandent un cuir il n'y a pas de chrome, donc c'est un cuir bio. Donc on est arrivé à une certaine technologie de vendre des cuirs bio. Après l'étape de tannage, on a l'opération d'un cuir en semi-fini, c'est-à-dire on va donner de la souplesse, de la couleur au cuir et on va les sécher. Ils vont passer à un séchoir, on va les sécher, on va les palissonner, c'est-à-dire on leur donne de la souplesse avec de l'huile qu'on a mis et après on va les finir. Et la durée d'un travail de la matière première jusqu'au fini, c'est 21 jours. Donc pour avoir une peau finie, c'est 21 jours. Voilà, c'est très important. Si on grille une étape, on n'aura pas l'article qu'on a vu. Chaque étape est cruciale et minutieusement accomplie pour l'obtention d'un cuir de haute qualité. On est arrivé à une peau finie.
que moi je contrôle de toutes les 21 jours, je contrôle les pots. Ils arrivent ici à la table, le monsieur il fait un deuxième classement. Donc les pots ils sont classés, ils sont bien échantillonnés et après ils arrivent à un deuxième, aussi à la fille qui est là-bas, elle va aussi classer s'il y a une erreur, elle peut voir aussi pour déclasser la peau. Donc on doit faire 3 contrôles. C'est très très important pour exporter. C'est très important pour une bonne finition. Voilà. De nombreux critères de qualité sont exigés au cuir pour la fabrication d'articles de maroquinerie, de bagagerie ou d'habillement. Sans oublier les couleurs qui doivent suivre les tendances de la mode. Et voilà, la tannerie, la récupération de la peau. Et puis, c'est vrai que ça ne se fait pas rien qu'en industrie, ça se fait aussi à la maison, particulièrement pendant une fête de l'Aïd el-Kbir. Donc, après le sacrifice du mouton, jusqu'à présent, donc, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de femmes qui récupèrent la peau du mouton. Et justement, le sacrifice de l'Aïd, c'est un sujet que nous allons aborder ce matin avec notre invité, Dr Wassila El-Khala. Alors, vous êtes docteur vétérinaire, bonjour à vous. Oui, c'est Dr El-Khala Wahiba. Voilà. Docteur El-Khala Wahiba, pardon. Voilà. Pardon, d'accord. Docteur El-Khala, donc vous êtes vétérinaire. Oui. Voilà. Alors ce matin, donc dans quelques semaines, nous allons célébrer l'Aïd el-Kbir. Et bien entendu, donc c'est la fête par excellence du sacrifice. Donc il va y avoir un choix de mouton qui va se faire. Alors nous allons avoir quelques conseils ce matin. D'abord quant au choix du mouton, donc pour ne pas trop avoir de surprises juste après. Oui. Bonjour. Et merci pour l'invitation à mon nom et au nom du Wali délégué d'El Haraj. Donc, pour l'Aïd el-Adha, on a commencé déjà à préparer la permanence de l'Aïd el-Adha. Déjà, on est en train de choisir les sites au niveau de nos communes qu'on doit envoyer au niveau de la wilaya qui sont mentionnés sur un arrêté du wilaya. Et on va notre travail après, c'est de faire suivre ces points de vente. Ils vont être légaux, c'est-à-dire par un arrêté du Wali d'Alger. Et on va faire suivre ça par les vétérinaires des communes et de la CA. Donc déjà notre travail il est sur place. Voilà. Ça c'est le jour Donc je lance un appel aux citoyens et aux consommateurs d'acheter leurs moutons dans les points de vente où il y a les vétérinaires. Voilà. Au moins là ils seront bien accompagnés et surtout ils auront des conseils sur place. Voilà, tous les points de vente vont être contrôlés. Il y a des vétérinaires sur place et tout. Mais sinon, il y a toujours quelques signes qui peuvent donc faire penser, qui peuvent faire rappeler que peut-être le mouton n'est pas bon ou il faut éviter. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours choisir un lieu où il y a le vétérinaire. Donc le vétérinaire, il est sur place dans les points de vente qui sont organisés et par l'arrêté du Wali d'Alger. Mais sinon, quelques conseils s'il n'y a pas le vétérinaire ou s'il est très occupé? Quelques conseils, vous savez, il y a beaucoup de trucs. Donc je préfère qu'il... moi je préfère qu'il... parce que tous les points de vote, la direction des services agricoles a mis en place les vétérinaires au niveau des points de vente. Même le jour tel, il y a un vétérinaire au niveau des abattoirs. Donc le vétérinaire, il est là. Donc je préfère... donc on peut donner un signe, donc je préfère voir sur place, voilà. Mais sinon, c'est vrai que même s'il y a des vétérinaires par moment au niveau des points de vente, mais par moment aussi on a des surprises au moment du sacrifice, surtout que ce n'est pas tout le monde qui va aux abattoirs donc pour le sacrifice. Il y a des gens qui le font à la maison. Et donc, une fois à la maison, c'est vrai on peut rencontrer des surprises. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, ça c'est pour le jour J. Donc le jour J, tous les vétérinaires sont réquisitionnés au niveau des communes et des abattoirs. Donc tous les vétérinaires je parle de la wilaya d'Alger, et ils sont réquisitionnés au niveau des... Voilà. Donc là, nous avons une photo, donc vous pouvez peut-être nous expliquer ? Oui, ça c'est...
C'est un kyste, c'est la maladie du kyste. Donc, il faut vraiment, quand on voit un truc anormal au niveau des poumons et du foie, il faut le prendre au niveau des bureaux d'hygiène. Donc, des fois, c'est des petits kystes, des fois, ils sont alarmés, les gens. Donc, des fois, ce n'est pas le kyste hydatique. Donc, tout le monde est paniqué par le kyste hydatique. Donc, il faut tout le temps avoir la confiance, c'est-à-dire qu'il y a le vétérinaire sur place. Le vétérinaire, il est au niveau du bureau d'hygiène. Il y a même des vétérinaires qui font la tournée au niveau des cités et tout, au moment du sacrifice. Mais sinon, au niveau des bureaux d'hygiène, donc les gens peuvent très bien se rendre. Ils peuvent avoir des conseils du vétérinaire. Oui. D'ailleurs, il y a les gens qui viennent, qui ramènent leurs poumons, leur foie, il n'y a pas de problème. Alors justement, au moment où on se rend compte que c'est un kyste hydatique, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, quand c'est un kyste hydatique, donc le vétérinaire, il avise le propriétaire. Donc, il faut un enfouissement avec la chaux, avec une certaine profondeur. Donc, c'est une saisie au niveau de... Donc, il faut vraiment prendre l'avis du vétérinaire. D'accord. Voilà. Alors, si jamais il y a kyste hydatique, est-ce que la viande, par la suite, elle est contaminée ou c'est bon, elle est bonne à consommer? Non, c'est le kyste hydatique, c'est le poumon, le foie. Donc, il faut faire attention. Sinon, d'autres conseils probablement par rapport à la consommation de la viande, par rapport à la prise en charge peut-être, ou la conservation de la viande? Oui, pour la conservation de viande, déjà pour la conservation, donc on lance un appel aux citoyens. Il fait chaud, donc faites attention. Donc il faut pas laisser à la chaleur, il faut la mettre, respecter le temps pour la laisser sécher et la mettre au frigo. C'est vrai que pour le séchage, généralement on laisse 24 heures. Beaucoup de personnes oui, mais laissent maintenant il 24 heures fait chaud, avec la donc chaleur. il faut faire attention. Voilà, déjà ça commence très mal. ça fait vraiment chaud. Oui. Au mois de juin, donc juin, juillet, voilà. Alors août, ça va être vers la mi-août. Ouais. Donc ce sera vers la mi-août. Voilà, il fait vraiment chaud, donc il faut faire attention. Donc on imagine qu'il va faire un peu plus chaud peut-être pendant cette période. Voilà, alors le temps de séchage, ce sera toujours 24 heures ou il y aura d'autres... Moi je préfère qu'il fasse attention pour ça parce qu'il fait très chaud, donc il faut prendre l'avis du vétérinaire. Le vétérinaire il est là, il n'y a pas de problème. Bon, alors vous êtes là avec nous ce matin. Peut-être quelques conseils de conservation? Moi, je dis, il faut faire attention, il fait très chaud. Donc, ne laissez pas la viande comme ça à l'air libre, comme ça, il fait très chaud. Donc, Alors, voilà, docteur, parfois aussi, on le voit très souvent lorsqu'on fait le sacrifice à la maison. Donc, pour un petit peu faire fuir les mouches, et parce que c'est vrai qu'il fait chaud maintenant avec l'écoulement du sang, etc. Donc, il y a beaucoup de mouches qui tournent autour de la viande. Donc, il y a des gens un petit peu qui couvrent la viande, qui couvrent la carcasse, j'ai envie de dire, du mouton. Alors, est-ce que c'est conseillé, c'est pas conseillé Oui, c'est une habitude de couvrir. Vous savez, il fait tellement chaud qu'ils peuvent couvrir, mais il ne faut pas qu'ils dépassent, on a dit, une courte durée. Donc, il fait vraiment chaud. Voilà, donc on peut toujours couvrir, un mais... tout petit peu, et même diminuer un peu, parce qu'il fait très chaud. Donc il faut faire attention. Alors est-ce que la viande peut être coupée le jour même ou il faut quand même avoir le temps de séchage pardon, de 24 heures? Mais normalement il faut respecter le temps de séchage, mais quand il fait chaud, donc... Parce que c'est pas toujours aussi évident. Oui. Excusez-moi. C'est pas toujours évident de garder la carcasse dans le frigo. Généralement, c'est grand, donc c'est un peu. Il faut toujours passer par couper, et donc là, si on laisse pas le temps de séchage convenable. Il n'y a pas de problème. On laisse la journée, c'est bon. Pour la journée, c'est bon. Oui, c'est suffisant. Voilà, parce qu'il fait vraiment chaud, donc il faut faire attention. Peut-être un dernier mot pour ceux qui nous regardent? Oui, je lance un appel pour en général les citoyens et les consommateurs d'El Harrach que les bureaux d'hygiène sont ouverts et l'abattoir d'El Harrach il est ouvert. Il y a plein de vétérinaires qui sont réquisitionnés le jour de l'Aïd, le jour J. Alors donc, il vaut mieux, comme vous conseillez, vous insistez à ce que les gens partent toujours voir. Voilà, je conseille quand il y a une anomalie, il faut se rapprocher des bureaux d'hygiène. C'est vrai qu'on a beau à beaucoup parler du kyste hydatique, on a beau à parler du choix, peut-être l'écoulement nasal, etc. Mais il faut toujours aller voir un spécialiste. Oui, il faut vraiment y aller. Même c'est lui qui va décider de la saisie, est-ce que c'est un kyste hydatique ou non. Voilà.
Voilà, bah, merci beaucoup, docteur, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup pour, pour toutes ces précisions. Vous voulez dire quelque chose peut-être avant de se quitter? Oui. Déjà, ma présence ici sur le plateau, c'est un peu dur d'y aller sur le plateau, mais je remercie un ami. C'est pas aussi dur que ça, quand même. Oui, la première fois, quand même, la première fois, c'était un peu dur, mais maintenant, ça y est, c'est la routine. Donc, je remercie un ami qui m'a encouragé à se présenter sur le plateau. C'est un ami qui est un peu responsable, qui est responsable au niveau de l'agriculture. Je le remercie. Alors on le remercie aussi parce que sans lui, peut-être qu'on n'aurait pas eu quelqu'un ce matin pour nous donner ses conseils à quelques semaines du sacrifice. Voilà, merci beaucoup docteur d'avoir été parmi nous ce matin. On vous dit bonnes vacances, même si c'est même si c'est pas pour demain, mais ça quand même. Alors nous restons quand même dans cette ambiance de cheptel, nous restons combien dans cette ambiance d'élevage et Feria Hamdi justement s'est rendue et elle nous a tressé le portrait de Nardouja qui est éleveur et qui font de la fabrication faite du beurre pur et du beurre de vache, donc 100% naturel, 100% bio. Je vous laisse découvrir ce reportage, on se retrouve juste après. Un village paisible au sommet de la montagne, le village d'Etisad, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Depuis son enfance, Nardouja a connu la ferme comme terrain de jeu. Cette agricultrice entretient un rapport particulier avec ses animaux. L'éleveuse a tissé un lien que l'on peut qualifier d'animalier et fusionnel. Ici, quasiment tout ce qui se mange est produit sur place. Nardouja vend les produits qu'elle fabrique avec le lait de vache. Un lait riche et parfait pour faire du beurre et du petit lait. Le beurre est fabriqué à partir de la matière grasse du lait, dont la densité est plus faible que celle du lait, ce qui lui permet de remonter à la surface lorsque le lait repose après avoir secoué quelques heures dans la calebasse. Pour 5 litres de lait, on obtient environ 250 à 300 grammes de beurre. La femme kabyle barattait son lait dans une courge. Du moins, c'est ainsi que cela se produisait auparavant. Elle accompagne ses mouvements par des chants. Les paroles sont en rapport avec la fabrication du beurre. Parfois, sortent d'incantations afin d'obtenir un bon produit. Cette barate kabyle est un emblème fort de l'artisanat et tradition amazigh. C'est une technique ancestrale kabyle pratiquée généralement par les femmes berbères, autrefois et encore dans certains villages, pour fabriquer du beurre et du petit lait, ainsi que le lait caillé. Les aïeules courageuses s'adonnaient à cet art qui se fait de plus en plus rare. La femme kabyle le transmettait de génération en génération. Tout en secouant sa courge remplie de lait pour extraire du beurre, la femme va se livrer, se confier à sa courge pour lui parler de sa misère, ses rêves. C'est aussi un encouragement pour soi-même pour aller au bout de sa besogne.
Nous allons rester dans cette région de Kabylie pour parler d'un autre volet culturel qui est donc le festival Raconte Art qui est déjà à sa 15e édition. Ce matin, nous recevons M. Hassan Materef. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes l'organisateur du festival Raconte Art. 15 ans déjà, 15 éditions, 15 ans de travail, Oui, 15 ans de promotion culturelle. Oui, 15 ans. Une belle aventure humaine qui a duré 15 ans et qui durera, j'espère, Il n'y a pas de le raison, plus vous longtemps n'avez plus le possible. droit maintenant d'arrêter de Oui, vous on arrêter. n'a plus hein. le droit d'arrêter. En plus, pour l'instant, le festival a du succès. Tant qu'il aura du succès, je pense qu'on ira toujours de l'avant. Après, je ne sais pas quel sera le devenir de ce festival, parce que c'est une expérience un peu particulière. Hein. Ce n'est pas un festival au sens classique du terme, Oui. où il est institutionnel, où vous avez les moyens, etc. Puis il est inscrit. Bon, il va s'inscrire dans la durée, c'est sûr, mais, Il s'est déjà inscrit mais ça dans la dépend durée. toujours de 15 la volonté années. des villages qui vont nous accueillir le jour où peut-être les villages n'auront plus envie, peut-être que ça va s'arrêter. Mais bon, Enfin, les villages n'auront plus envie, ça m'étonnerait très fort, surtout avec le portrait qu'on vient de voir qu'a dressé Faria El-Hamdi. Donc on voit toujours que les anciennes générations veulent perpétuer un petit peu les traditions et les transmettre aussi aux nouvelles générations. C'est un petit peu aussi l'objectif de votre festival, du moment qu'on va aussi avoir droit de voir ça dans votre festival, de voir ce qu'on a vu maintenant dans le portrait. effectivement, Raconte Art, c'est un mélange de traditions. C'est-à-dire, on a envie, on a besoin de dire qui nous sommes, hein, d'où on est venu, etc. Mais c'est aussi un festival qui s'ouvre sur le monde. C'est-à-dire, c'est un mélange savant entre la tradition et l'ouverture sur le monde. C'est-à-dire, on a aussi envie de croquer le futur comme tout le monde. Voilà. Effectivement. Alors donc en 15 années, vous avez fait un petit peu le tour de beaucoup de villages à Tizi Ouzou, là où vous avez organisé votre festival. Alors en 15 ans d'existence, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? En 15 ans d'existence, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le festival est devenu phénoménal déjà, parce qu'il il draine des foules dans des villages de montagne qui sont censés être enclavés. Et je prends l'exemple de l'an dernier à Etouaban, un village de montagne, c'est vraiment le Finistère. Hein, après Etouaban, il n'y a que le ciel qui peut vous accueillir. Et on a réussi quand même à faire venir plus de 50 000 visiteurs. 50 000 visiteurs, 3 c'est 000 énorme. voitures jour. Et dans chaque voiture, il y a au moins Là, 4. nous sommes en train de découvrir quelques Oui, images. oui, oui. Et donc, voilà, c'est devenu phénoménal. C'est le phénomène Raconte Art. C'est peut-être ce mélange entre le fait que ce soit un festival. C'est un concept déjà, c'est un concept. C'est pas un festival au sens classique. Le fait que ce soit les villageois qui s'approprient un événement et qui deviennent acteurs d'un événement qui au départ n'était pas le leur, mais qui se l'approprient et qui deviennent acteurs. Voilà, c'est peut-être ce phénomène-là qui a fait que Raconte Art a du succès. Donc, quand on dit un festival participatif, chez nous, c'est pas que des mots, parce que des fois, on entend souvent, il est galvaudé ce terme participatif, et parfois, ça relève du slogan. Mais chez nous, il est vraiment participatif. Et je pourrais vous dire que c'est même très faible, c'est plus que participatif. Alors, nous avons parce déjà que, des photos qui passent, qui défilent. Voilà. Qui prouvent ce que vous dites d'ailleurs, qui représentent bien ce que Parce vous qu'à un êtes en train moment de donné, le dire. festival, il est en immersion dans le village. À un moment donné, on disparaît dans le village. On ne sait plus où est le festival, où est le village, quels sont les organisateurs, quels sont les villageois, etc. C'est ce mélange extraordinaire qui fait qu'à un moment donné, on est en symbiose avec voilà, le Alors il y a une village. petite particularité des villages, il n'y a pas forcément des infrastructures touristiques d'accueil. Alors vous faites comment pour accueillir justement On accueille, c'est aussi la particularité de Raconte Art, on accueille les festivaliers chez l'habitant. Chez l'habitant, ils sont logés chez l'habitant, ils sont nourris par l'habitant. Donc la participation du village, elle est réelle, hein, c'est pas fictif. Donc en fait, on n'a vraiment pas besoin de ces infrastructures touristiques à ce moment-là, parce que les infrastructures généralement donnent une culture universelle, mais lorsqu'on habite chez l'habitant, c'est vraiment la culture authentique, la culture locale. Oui, oui. En même temps, c'est l'avenir de la Kabylie, des régions comme la Kabylie, d'autres régions d'Algérie, peut-être le sud. C'est-à-dire aller vers le tourisme culturel, aller vers des formules comme faire du tourisme chez l'habitant, donc les maisons d'hôtes, le gîte rural, etc. C'est ce tourisme qu'on doit promouvoir, parce que construire des hôtels, etc., dans les villes,
c'est bien, mais dans les villages, je pense qu'il faut aller vers un tourisme culturel, un tourisme Effectivement, c'est vrai que dans les villes, il y a beaucoup plus à dimension humaine, je vais Voilà. dire. Il ne faut pas aller vers un tourisme de masse parce que là, ce n'est pas une solution pour nous. Même si faut ça va dire faire aussi rentrer de l'argent, mais peut-être que ça va un peu porter atteinte à certaines valeurs de nos régions, quoi. Oui, c'est vrai qu'il faut dire aussi que dans les grandes villes, c'est beaucoup plus le tourisme d'affaires qui prime, mais effectivement, dans les villages, le tourisme culturel serait beaucoup plus intéressant. Alors, votre événement va commencer le 19 juillet prochain, il va se poursuivre jusqu'au 26 juillet. Donc, cette année, c'est Tiferdout qui sera à l'honneur, qui sera l'hôte, si on voilà, veut, de ces festivités. Oui, Quel oui. est votre programme cette année? Ben, c'est un programme riche, éclectique, comme chaque année, hein. Ça va du théâtre au cinéma, il y a de la littérature. Cette année, on accueille 22 écrivains, hein, un auteur, un livre. Chaque matin, on présente 3 à 4 écrivains. Il y aura des ateliers, une trentaine d'ateliers. Il y aura Des ateliers autour de quoi, généralement? Alors, De manière générale. je vous donne quelques ateliers. Un atelier théâtre-cirque, un atelier échasse, un atelier construction de petits avions, le modélisme, je crois qu'on appelle ça, ou petits modèles, des petits avions, astronomie, petits débrouillards, atelier théâtre, atelier masque, atelier... enfin bref, il y a beaucoup d'ateliers. C'est assez studieux, Racontar, c'est-à-dire c'est aussi un festival qui forme des jeunes, etc. Mais c'est aussi un festival festif, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de scènes. On démarre à 10h du matin, on arrête à 3h, 4h du matin. Ah, ça s'arrête Vous pas. avez tous les 10... Oui, ça ne Ça s'arrête ne pas, s'arrête c'est pas. un électrochoc, hein. Vous avez tous les 10 mètres un spectacle dans une fontaine, dans une placette, dans une ruelle, à domicile, chez l'habitant aussi. Ça marche depuis 5 ou 6 ans, ça marche très très bien. On fait des spectacles même à domicile. Donc c'est en train de devenir industriel, quoi. Alors, Tiferdout, il faut dire, c'est j'ai envie de dire, c'est une double distinction cette année, puisque Tiferdout a été élu le plus beau et le plus propre village d'Algérie. De cette année, oui, oui. Mais je voudrais quand même dire quelque chose par rapport à ça. C'est une pure coïncidence. On n'a pas choisi ce village parce qu'il a eu le prix. L'idée d'aller à Tiferdout a germé il y a 3 ans, hein. La demande a été faite il y a 3 ans. Et nous avons donné notre accord. Et c'est cette année que la chose va se réaliser. Mais c'est une pure coïncidence avec le prix. Comme l'année où on est passé à Egersheim, ils ont eu le prix. Les gens ont cru qu'on avait choisi le village par rapport à ça. C'est une pure coïncidence. Nous, les villages, on ne les choisit pas ces derniers temps. C'est plutôt les villages qui choisissent le festival. Voilà. C'est sur la demande. Après, nous, on étudie. En ce moment, on a une dizaine de demandes. Donc, je peux dire qu'on est complet sur 10 ans, quoi. Oui, oui, bien sûr. Il y a une dizaine de Ça villages donne de la visibilité, quand même. Ça donne de la visibilité au Ça festival. donne de la visibilité, ça prouve qu'il y a aussi de la crédibilité. C'est-à-dire que ce festival, maintenant, est devenu crédible. Les gens ont confiance. Parce que, vous savez, quand vous allez dans les villages de montagne, en général dans les zones rurales, pas seulement dans les villages de montagne, mais les zones rurales en général, il y a un peu de méfiance vis-à-vis de celui qui vient. C'est normal, parce que c'est des régions qui sont censées être conservatrices. Même si ces derniers temps, les villages montrent beaucoup plus d'ouverture que peut-être que la ville, hein. Les gens dans les villages, ils sont d'une ouverture d'esprit extraordinaire. Voilà, donc nous allons dans ces villages parce qu'on est demandé, et puis il n'y a que du bonheur, nous partageons énormément de choses. Je voudrais quand même dire quelques mots sur le programme, parce que nous avons quand même de très belles choses. On essaye aussi d'introduire de nouvelles sonorités. Cette année, nous avons du jazz fado qui nous vient du Portugal, le groupe Jardim. Nous avons un groupe brésilien, nous avons des Russes. C'est un festival à dimension internationale, pas seulement... un festival réellement à dimension internationale. On a plus de 100 artistes qui vont venir de différents pays du monde. Voilà, donc c'est énorme. On a 400 participants, hein. C'est pas un petit festival. Ah, ça, 400, juste les participants. Alors, on ne compte pas le nombre de visiteurs que Non, vous allez là avoir. c'est les participants qui vont loger chez l'habitant. On a 400, on a arrêté le chiffre. En réalité, on a dépassé, mais on était obligé de faire une préinscription pour essayer de passer un peu les projets au filtre, et en même temps pour essayer de stopper l'engouement, parce que sinon ça va être un envahissement. Donc on a fait en sorte de sélectionner les projets, en même temps limiter un peu le nombre de participants, mais sinon c'est carrément une invasion. Alors l'année dernière, durant la 14e édition, vous avez reçu 50 000 visiteurs. Cette année, quelles sont vos attentes? D'après les villageois, parce qu'il faut savoir que Tiferdout est un village qui est pas loin de Ain Hammam, donc un grand bourg. Et il y a une route nationale qui traverse ce village, donc c'est pas un village enclavé.
Je pense, si on a fait 50 000 l'année dernière, avec le succès de Racontar depuis quelques années, je pense que cette année, on peut s'attendre à 100 000 visiteurs dans la semaine, bien sûr. Quand même. Oui, 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 oui. À 100 000 visiteurs, c'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Non, il fallait voir l'année dernière pour... tant qu'on n'a pas vu, on ne croira pas les chiffres. Écoutez, avec 400 visiteurs, plutôt avec 400 participants venus de plusieurs pays du monde et différentes régions d'Algérie, on a recensé 24 wilayas. Les participants viendront de 24 wilayas et différents pays du monde. Donc on a Allemagne, Italie, Espagne, Maroc, Tunisie, Portugal, Brésil, Russie, l'Ossétie. Tunisie, beaucoup de Tunisiens ces derniers temps. On attend plus de 40 artistes tunisiens. Ah, quand même. Voilà, c'est le pays le plus... qui participe le plus. La France en deuxième position, et puis d'autres pays qui viennent. Alors c'est un festival itinérant qui passe par plusieurs villages de Tizi Ouzou. Est-ce que vous n'auriez pas un projet à l'avenir de sortir un petit peu de ces villages et peut-être conquérir les autres villages de d'autres wilayas? On nous pose toujours cette question. Moi, la réponse, elle est toute simple. Nous, on ne pourra pas... c'est trop grand pour nous. L'Algérie est un immense pays, il est vaste. Et puis nous, on est une petite organisation, même si on a l'impression d'être... Non, écoutez, avec 400 participants qui viennent... oui, parce qu'on a mis en place des idées qui ont fait qu'on peut relever ce défi. C'est juste des idées, hein, parce qu'on n'a même pas le sou. Je peux vous dire qu'on démarre un festival international, on n'a pas 500 000 dinars dans notre compte. Vous avez de bonnes volontés avec vous, vous avez des gens ouverts sur la culture. Des formules à l'échelle l'habitant qui se solidarise avec nous, etc. Donc c'est des formules qu'on a mis en place. C'est pour ça que j'ai dit c'est un concept. Hein. C'est plus qu'un festival classique où on est obligé d'avoir... une étude financière avant de démarrer. Nous, il faut de l'audace, un peu de folie dans ce projet. Et ça dure depuis 15 ans, tant mieux. Mais sinon... Et c'est vrai que c'est une folie, mais c'est une folie qui a inspiré beaucoup d'autres organisations, puisque le concept a été repris par pas mal d'autres régions d'Algérie. Donc, oui, bien sûr. Il est en train de faire tache d'huile, de faire tilt dans la tête des gens. Et pour répondre à votre question, parce que je n'ai pas répondu, nous, on est prêt à aider des organisations, des associations qui voudraient démarrer un projet comme Racontar. C'est-à-dire, je vais utiliser un terme un peu pompeux, apporter un peu notre expertise ou notre savoir-faire. C'est normal, voilà, 15 ans ça fait 15 ans d'expérience. Je pense que maintenant, on est à même de pouvoir partager notre expérience avec d'autres. Mais en aucun cas, il ne sera possible d'aller, par exemple, organiser ça ailleurs. Je pense qu'on n'a ni les moyens, ni le temps, Il faudrait que ce soit des acteurs locaux qui se décident. Et puis nous, on viendra peut-être en apprendre. Voilà, donc ce sera toujours un travail en collaboration que vous pourriez faire avec d'autres organisations. Et ça, on le fera avec plaisir parce que Racontar, c'est aussi beaucoup de générosité. Donc on est là pour aussi appuyer d'autres projets. On est là pour soutenir d'autres projets comme les gens nous ont soutenus pendant 15 ans. Hein, voilà. Donc on est dans l'échange, l'interaction, on est dans la solidarité. Effectivement, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Monsieur Metel, peut-être un dernier mot? Le dernier mot, en général, on dit venez dans notre festival, mais nous, c'est pas qu'on dit aux gens de ne pas trop. Je vais quand même dire aux gens de faire très attention. Si vous venez au festival, faites en sorte de pouvoir revenir chez vous parce qu'il n'y a pas d'hébergement, parce qu'il n'y a pas de moyens de loger. Les habitations qui sont mises à disposition du festival ne peuvent qu'accueillir les participants, c'est-à-dire le public. Il faudrait faire en sorte qu'ils trouvent des moyens aux alentours, peut-être chez l'habitant, mais dans d'autres villages, ou revenir sur Tizi ou Alger, ou dans d'autres villages s'ils ont de la famille. Mais il faut faire très attention, parce que souvent on a des visiteurs qui flânent toute la journée, mais le soir nous posent le problème de où on va dormir, etc. Donc je dis aux gens, faites attention. Le festival attire beaucoup de monde, mais il faut faire en sorte de pouvoir revenir chez soi tranquillement. Il faut prévoir ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Metel, pour toutes ces précisions. Merci à vous de m'avoir invité. On vous dit encore bon succès pour cette 15e édition, pour les autres éditions à venir et pourquoi pas d'autres éditions dans d'autres villages, dans d'autres wilayas. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Alors, on continue avec le programme de Bonjour d'Algérie. On va se retrouver avec la dernière station de notre émission de ce matin, puisque nous allons parler de cet événement que l'Esplanade de Fatah abritera à partir de demain. Il s'agira donc de cette musique électronique, mais avant cela, je vous laisse découvrir ces images d'Algérie. On se retrouve juste après.
voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie pour notre dernière station du jour, à savoir ce festival qui se tiendra demain au niveau de l'esplanade Riyad el-Feth, la musique andalouse. Donc c'est le spectacle Event Blackout, et ce matin parmi nous l'organisateur Zach. Bonjour. Bonjour. Vous préférez Zach ou Zakaria Hadji? C'est comme vous voulez, Ah bon, alors là j'ai Zach. Zach, c'est Zach Freestyler, oui, Allez, on va aller vers Zach. On va garder Zach, ça va? Voilà, ça va et vous? Ça va. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, donc Super. c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. C'est la deuxième édition? Non, c'est la 6e édition. La 6e édition. La 6e édition. En fait, 6e édition, on va dire 6e année parce qu'on a fait plus de 35 blackouts. Donc pendant l'année, on en fait 3, 4, 2, 1, ça dépend des années, ça dépend des endroits. Donc on a rempli de 300 à 3000 déjà, donc selon les endroits aussi. Nous sommes un événement qui attire beaucoup de monde. Donc nous sommes l'événement phare de la musique électronique en Algérie, premier il faut festival. dire, la musique électronique, ça parle beaucoup aux jeunes aussi. Hein. C'est exactement ça. Là, vous ciblez vraiment la catégorie jeune. C'est exactement ça. Donc, on a eu beaucoup de followers dans ce genre de musique. On a vu qu'il y a des connaisseurs, qu'il y a des personnes qui aiment ce genre de musique, qu'il y a des personnes qui suivent. En fait, nous avons un public qui rêve de Tomorrowland, qui rêve de Ultra Music Festival et tout. On n'est pas en train de se comparer à ce genre de festival à gros budget, mais ça viendra peut-être. On y travaille, on fait le maximum. Et voilà, on essaie d'offrir une meilleure prestation à notre public. Voilà, alors donc ça se passera demain au niveau de l'esplanade Riyad el-Feth. L'esplanade du complexe 5 juillet. Ah, complexe 5 juillet, d'accord. En fait, c'est une esplanade parce que ça n'existe pas, on l'a créée. Voilà. Alors je dis depuis ce matin, c'est l'esplanade Riyad el-Feth, je suis vraiment désolée, chers téléspectateurs. J'espère que ceux qui nous ont regardé à 8h du matin sont toujours là pour corriger l'information. Voilà, donc ça va se passer au niveau du complexe. Du complexe Mahmoud Voilà, donc Boudiaf. ça sera complexe 5 juillet. Alors ça va se faire rien qu'en une seule soirée. Alors Oui, il faut mais vraiment... pendant 6 heures quand Pendant même. 6 heures. 6 heures de spectacle, 6 heures de show, plus de 10 DJ, des collaborations inattendues, des artistes guests. Collaboration inattendue, c'est-à-dire Par exemple, Tariq Boss. Donc les deux DJ de GLFM vont se réunir sur, sur les mêmes platines. Randall Douga, le DJ Oran avec le DJ algérois. Nous avons beaucoup de... Par exemple, le DJ Al Capone, le DJ assez connu pour la première fois au Blackout. Ça veut dire qu'on a beaucoup de nouveautés. Et bien sûr, en fait, on a travaillé sur un plateau entre révélation, entre producteurs, DJ et expérience aussi. Si on parle d'expérience, on parle de Starlight, on parle de Erwan, on parle de DJ Boss, on parle de Tariq. Si on parle de DJ Mehdi, si on parle de révélation, on parle de DJ M5, Randall, Douga, et bien sûr le duo du Holy Festival of Colors, Béjaïa, qui sera là, et avec un spectacle de poudre colorée pendant le Blackout. Poudre colorée, c'est-à-dire? Oui, je ne sais pas si vous connaissez le festival Holy Festival of Color qui a eu enfin 2 fois consécutives à Béjaïa. Et cette fois, ça sera le cas à Alger. C'est le festival des couleurs. Ils jettent de la poudre. C'est connu en Inde aussi. Exactement. C'est Voilà. exactement le même concept qui sera là au Blackout pendant les DJ Bougiot 12 et Yann. Voilà. Alors là, c'est placé donc l'événement de demain sur 3 axes. Vous pouvez nous en parler? Donc, bon, pas l'événement de demain, je vais dire le Blackout. Le Blackout, en fait, on a fait une pré-partie pendant le mois de Ramadan. C'était à Club Espadon. On a affiché sold out. Et on a attiré plus de 1000 personnes. Donc, 1000 personnes à l'esplanade au Club Espadon. Ouais, c'était très compliqué à faire, mais ouais, parce que le Club Espadon, avec les bateaux et tout. Mais c'était quand même quelque chose d'intéressant. C'était un défi et on l'a réussi, alhamdoulilah. Donc ça, c'était la pré-partie. Et c'est là où on avait annoncé le 12 juillet MC Fiotti à Alger. Donc juste après, j'aimerais bien parler de toutes ces personnes qui disent voilà, le Blackout, c'est cette année qu'on connaît le Blackout, c'est cette année qu'on a entendu parler du Blackout. Le Blackout existe depuis 6 ans, sauf qu'il ne s'est jamais ouvert sur les médias. Et notre ouverture sur les médias cette année, c'était notre capsule web sur YouTube, le Blackout. C'est une sorte de boîte à questions où on a invité plusieurs influenceurs, artistes, acteurs, médias, un peu de tout. Nous avons eu par exemple Sfaïd Qassir, Ed Ben Ammar, par exemple Mahrez Arabia, et plusieurs. Donc c'était une sorte de question. Donc si tu confirmes, tu dis le Blackout, si tu confirmes pas, tu dis man Blackout. Donc c'est ça le concept. On a touché plus d'1 million de vues sur YouTube pendant le mois de Ramadan.
Et donc voilà, c'était là où on a annoncé aux médias que voilà, vous êtes les bienvenus et on aimerait bien faire des collaborations ou un partage d'informations avec les médias et s'ouvrir sur le grand public. Si on parle sur le 12 juillet... Sans médias, vous avez fait comment? Nous avons travaillé sur... On a quand même du mal à parler d'un festival, à parler d'un événement sans passer par les médias quand même. Ou c'est juste parce que moi je fais partie des médias? Peut-être que... Non, je vais t'expliquer un petit peu. Au fait, ça nous a vraiment aidé de travailler sur une base de données réelle. Ça veut dire que si on fait la com, par exemple, sur les médias, on voit des concerts, il y a des publicités sur les médias où il y a personne, il y a 200, 300 personnes. Ça veut dire que les médias te transmet l'information uniquement. C'est ça. Donc nous, on n'a travaillé pas sur une transmission d'informations, mais plus sur une base de données de fans et des personnes qui suivent ce style de musique. Donc on a grandi depuis 2012, de 300 à 2017, on a fait 2800. Ah, mine de rien. Donc voilà, donc en 5 ans. Et on a fait plusieurs endroits. Ça veut dire qu'on n'a pas travaillé sur un seul, plusieurs, pendant la journée, pendant le soir, pendant Ramadan, l'été. Donc Béjaïa, Oran, Casablanca, on a déjà fait le Maroc. Donc on a travaillé sur une base de données jusqu'à ce qu'en quelque sorte on était prêt pour s'ouvrir sur les médias où on pouvait transmettre un message ou dire à toutes ces personnes, par exemple, je sais pas, t'habites à Ouergla, t'aimes la musique électronique, tu dis à pas à Alger, et c'est les médias qui peuvent t'aider à exactement savoir ou recevoir cette information. Alors donc l'événement c'est demain, quelles sont vos attentes? Surtout que vous êtes ouvert sur les médias cette année. Oui, exactement. Donc très optimiste. Pourquoi? Parce que en pré-vente déjà on est très bon. J'aime pas parler des chiffres, mais on est très bon. Et en même temps, on attend beaucoup de monde. Ça nous a fait vraiment plaisir de recevoir des appels de Djelfa, de Annaba, de Wahran. C'est normal. En tout cas, on a fait 2 points de vente aussi à Béjaïa et à Oran, plus Alger bien sûr. Et j'ai envie de dire que voilà, il y aura la vente sur place. Pourquoi? Pour ces gens qui n'ont pas pu acheter leur ticket à l'avance, qui habitent à Djidjel, qui habitent dans d'autres wilayas, pour qu'ils puissent assister à ce festival. Zach, merci beaucoup pour toutes ces merci précisions. On vous souhaite beaucoup de succès pour demain et puis pour ce qui va venir, bien entendu. Inch'Allah. Faites appel aux médias quand même. Hein? Oui, c'est ça. En fait, hier on a fait une conférence de presse, donc on a vraiment parlé de cet aspect-là et on est vraiment fiers que les médias sont ouverts d'esprit, qui préfèrent qu'on en parle et tout. Voilà. Et on est tout aussi fiers aussi de faire la promotion de votre événement. Merci beaucoup Zach. Donc beaucoup de succès pour demain et pour tout ce qui va venir. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir été parmi nous durant toute cette matinée. Donc je vous retrouverai avec grand plaisir demain, toujours même heure, même station à partir de 8h pour un autre programme de Bonjour d'Algérie. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, excellente journée avec les programmes de Canal Algérie. Au revoir.